invité. Vous étiez là il y a 2 ans pour présenter votre précédent ouvrage. Les Aixois vous connaissent très bien, j'ai envie de dire. Ils connaissent votre œuvre, sa portée, sa reconnaissance, avec quelques jalons que je me permets de rappeler, simplement citer le Testament français, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, ainsi que le prix Médicis, ainsi que votre élection au 5e fauteuil de l'Académie française, celui d'Assiad Gebbar, en 2016. Et vous nous livrez, en cette rentrée d'hiver 2025, votre 21e livre, Prisonnier du rêve écarlate, un livre qui tient à la fois du conte russe et de la fresque sociale et politique. Un livre qui emporte le lecteur, tant il est difficile de le lâcher, de lâcher ces 400 pages avant de les avoir terminées, et tant on a l'envie de le reprendre après l'avoir terminé. Alors entrons dans ce roman avec une première question. Nous sommes le 16 août 1939, c'est le départ pour l'URSS, pour un certain Lucien Maerte, originaire de Douai, qui va partir à travers une sorte de voyage administratif organisé pour une délégation officielle, et il va découvrir, lui, l'idéaliste, une autre réalité que celle qu'il croyait et qu'il lisait à travers les livres. Oui, vous parlez d'un personnage, mais connaissez-vous, comme tout le monde dans cette salle, un autre personnage français qui s'appelle Renaud, le chanteur Renaud. J'ai tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Mais qui connaît, est-ce que vous le connaissez lui, est-ce que vous connaissez son grand-père maternel? Voilà. Personne ne connaît son grand-père maternel qui s'appelait Oscar Merriot. Et Oscar Merriot était l'un de ces Français, ces jeunes Français, qui sont tombés amoureux de ce rêve communiste, et qui est parti en news un peu comme Lucien même. Donc, il n'était pas du tout unique. C'est un personnage typique de cette France-là. Et Oscar Merriot a eu peut-être cette chance de ne pas être happé par le régime, de ne pas, si vous voulez, donner prise sur sa présence en news, et de ne pas suivre les affres, les tourments que va subir Lucien. Donc il est revenu en France, et pour l'anecdote, donc il a été tellement dégoûté par le communisme, par la Russie soviétique, que pendant l'occupation, il a tourné kazakh et il est entré dans le Parti populaire français, donc le parti de Jacques Delors, donc il est devenu fasciste. Il a d'ailleurs fait de la prison à la libération. Mais c'est pour vous dire que, voyez-vous, le personnage qui peut paraître romanesque, et souvent les critiques ont insisté là-dessus, mais la vie est romanesque. La vie de ces jeunes Français est romanesque. Vous prenez le-même. J'imagine que le chanteur Renaud n'aime pas évoquer ce grand-père, parce que c'est une blessure familiale. Mais il y avait beaucoup de personnages dans ce genre. Celui que vous connaissez le mieux, Émile Ajar, n'est-ce pas, quelle vie aussi, gaulliste, n'est-ce pas, un résistant. Mais à ce moment-là, tout pouvait basculer, vous voyez, d'une minute à l'autre. Dominique Fernandez, l'un de mes amis, son père, qui était communiste, qui est devenu aussi membre de ce parti populaire français. Donc il part là-bas, vous l'avez très bien dit, et il est, d'abord, il paraît très suspect, parce que le pacte entre les soviétiques et Hitler vient d'être signé. Et donc tout ce qui vient de la France, et la France déjà en guerre, en 39 septembre, tout paraît suspect. Donc il est emprisonné, et puis il s'ensuit donc une longue et très douloureuse
existence qui devient un destin. Vous voyez, c'est là où notre vie, qui nous paraissait si banale, si simple, tout à coup bascule vers un grand destin. Alors avant d'être un prisonnier politique, avec un procès expéditif, il y a quelques alertes à l'égard de son guide. Il a un appareil photo, ses cartes. Le roman nous emmène dans les coulisses de l'URSS et dans les coulisses de l'histoire. Ces cartes du groupe, il va confronter des travailleurs dans une usine ou des fermiers dans une ferme qui vont être capables de dire c'est bientôt fini le spectacle, quand est-ce que ces comédiens partent, qu'on se mette vraiment à travailler. Et donc il y a, le livre est émaillé de quelques éléments où le terrain glisse comme cela, du théâtre politique. Et cela, dès les premières pages du livre, ce qui lui vaudra effectivement d'être interpellé, d'avoir un procès expéditif. Et lui ne se départit pas de son idéal. Voilà, l'idéal, c'est le mot-clé, vous l'avez trouvé. C'est un homme animé par un idéal. Il est extrêmement difficile aujourd'hui d'en parler. Pourquoi? Parce que je pense que notre société a réussi quelque chose, le capitalisme a réussi quelque chose de formidable, c'est de nous laisser non pas une grande idée, une grande aspiration, mais une multitude de désirs qui sont aiguisés tout le temps. Si je vous demandais quel est votre grand idéal, est-ce que vous pourriez me dire oui, je suis animé jusqu'à la passion la plus folle par quelle idée? Oui. Si je vous pose cette question, j'aurais pu le poser à tous les lecteurs. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est se mettre dans la peau d'un personnage. Sinon, on ne comprend rien, on reste extérieur. Donc il faut comprendre ce jeune dont le père a été blessé pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et ça nous paraît étrange qu'un jeune Français, le doué, tout ça, 19 ans, 20 ans. Pardon? 19 ans, 20 ans. Oui, qui est très jeune. Très jeune, il est né pratiquement le jour de l'armistice, un jour avant l'armistice, le 18. Et son père meurt en tombant du toit parce que c'est un coureur. Et l'idée d'un monde meilleur naît comme cela. Est-ce qu'on peut supporter cette boucherie qui vient de se terminer, où il y a 1,5 million de Français, soit de jeunes Français, mais aussi des femmes et des enfants, qui sont enterrés, qui sont devenus tout simplement cette masse pululante dans la terre, mêlée à la terre. Si vous voulez, c'est les premiers éclats de lucidité chez lui. Vous voyez, si vous et moi, nous marchions aujourd'hui, tout le roman, c'est quand même, comment vous dire, le renvoi vers une époque très éloignée, mais en même temps, on s'y sent présent. Vous et moi, nous marchons dans les rues parisiennes, ou ici à Aix, en 1918, 1919, 1920. Qu'est-ce qu'on voit? Quel genre d'hommes, souvent de femmes, on rencontre? Et le gueule cassé, on rencontre, on dit 1,5 million de morts, mais il y a le double de grands blessés en France. Et bien sûr, ce jeune garçon, il s'éveille au communisme, il s'éveille comme cela. Il faut changer son monde. Oui, ça nous paraît étrange, mais il n'est pas du tout pragmatique. Il faut penser à ces petits désirs et à les assouvir comme la société d'aujourd'hui nous y invite. Mais lui a une vision tout à fait différente. Après cette boucherie, il commence à s'intéresser à la Russie communiste. Il voit que le premier décret de Lénine était le décret sur la paix. La Russie se retire de la boucherie, se retire de la Première Guerre mondiale. Et donc, oui, quand on essaie de comprendre cette séduction, pourquoi l'idéal nous séduit? Parce qu'il y a quelque chose d'amoureux chez lui. Et quand, vous avez très très bien dit, il commence à tâter le terrain, comme c'est quelqu'un de lucide, il voit l'envers du décor, mais pour lui c'est un déchirement amoureux. Il est tombé amoureux d'un idéal, d'un pays, d'un peuple. Et tout d'un coup, il voit que rien n'est si simple. Petit à petit, d'un idéal, d'une idéologie, on glisse vers un humanisme. Son grand rêve, c'est celui d'une fraternité, finalement.
Oui, comment est construite la société d'aujourd'hui? Et que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Occident, en Russie, peut-être c'est même plus exprimé encore, c'est quand même la concurrence. C'est la guerre de tous contre tous, c'est la guerre économique. Quand vous marchez dans les rues de Paris et vous voyez les gens par terre, souvent d'ailleurs des Français, ou on dit souvent des immigrés, pas seulement, il y a des Français âgés qui sont là, sans domicile fixe, sans travail, etc. Ce sont les gens qui ont été rejetés par une guerre économique. La guerre économique continue. On parle souvent de la richesse américaine, mais il y a 48 millions de pauvres. On oublie un peu ça. 9 millions en France, 48 millions de pauvres. Et donc, voyez-vous, ce que je vous décris, c'est le cheminement de sa pensée. C'est quelqu'un d'ardent, c'est quelqu'un de sincère. Et le marxisme lui permet, on peut tout dire sur les erreurs de Marx, mais ça lui permet d'être lucide. Et quand il vient en Russie, il voit, bien sûr, le décor est très beau, mais il vient en tant que détective presque, en tant que Sherlock Holmes. Il dit non, attendez, je suis beaucoup trop fin, Marx m'a appris à voir l'envers des choses. Marx, c'est très simple, vous voyez, on nous dit la grande guerre, la patrie est en danger, comme on vient de l'entendre dans la bouche de notre président, mais derrière, il y a tout simplement les intérêts économiques, financiers. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe, dans n'importe quelle guerre. On nous dit oui, mais finalement, on peut installer des relations presque, comment vous dire, amicales entre le patron et les ouvriers. Marx dit non, de toute façon, il y aura un élément d'exploitation. Et donc, cela lui a permis d'être lucide. Il est ardent, il est maximaliste, il est peut-être idéaliste, mais il ne se laisse pas berner. Et c'est ça qui lui joue le mauvais tour. Parce que ses camarades qui sont partis avec lui, ce sont vraiment une délégation réelle que je décris, ils ont préféré ou ils sont restés aveugles. Et c'est beaucoup plus confortable de rester aveugles. Ils sont allés là, oui. Les idéologies sont confortables. Oui, mais l'idéologie ont une séduction très forte, parce que nous, chacun de nous, cherche un idéal. Que ce soit un idéal spirituel, religieux, moral, éthique, amoureux, oui, pourquoi pas. Et donc c'est très facile, si vous voulez, à lancer un hameçon à ce grand chercheur d'idéal. Pourquoi? Parce qu'il apte tout de suite cette hameçon, oui, c'est très facile. Mais le problème, enfin, l'idée même du livre, c'est de décrire cet idéaliste qui est dessillé par la réalité, mais qui l'accepte quand même. Et il ne rejette pas. Vous savez, la pose de quelqu'un qui est dessillé, un peu comme Aragon, comme Éluard, André Gide, c'est une pose d'intellectuel. Ah, ben je suis tellement intelligent, je suis venu à News, et maintenant je peux dire pique-pendre de ce régime. C'est un peu facile. Mais attendez, Aragon, Éluard écrivait de très beaux poèmes à la gloire de Staline. Tout à coup, dans les années 50, ah non, finalement, tout cela n'était pas vrai, j'ai changé d'avis. Et que lui, si vous voulez, il ne rejette pas ce chemin de croix, il va jusqu'au bout de ses illusions d'abord, et puis surtout de ses révélations. Un cheminement décrit les machines du totalitarisme soviétique. D'ailleurs, on va y venir, Lucien Laërte a quelques velléités d'écrire à son retour en France, 30 ans plus tard, un dictionnaire de l'antitotalitarisme. Il reste bloqué à la lettre A comme autocritique, bien que lui-même ait entrepris ce travail de questionnement. Mais on l'a dit, il ne se départit pas d'un idéal que j'ai qualifié de fraternel, ce qui le conduit, quand bien même il soit rattrapé après avoir raté son train, à être interpellé par la sûreté de l'État, ce qui le conduit à un procès expéditif. Les charges sont lourdes. Vous écrivez « Trouvez-moi un homme, je trouverai pour lui un article du Code pénal ». Oui, c'est un dicton qui circulait à l'Union soviétique. Souvent on le citait. C'est-à-dire tout le monde pourrait être
accusé et condamné. Mais, pardon de revenir vers une réalité française, mais pendant la terreur révolutionnaire en France, il y avait une loi, la loi des suspects. C'est ce monsieur est suspecté, enfin, ce citoyen, on disait à l'époque, ce citoyen est suspecté d'être un suspect. Suspecté d'être un suspect. Donc, imbattable. Qu'est-ce que vous pouvez dire si je vous suspecte d'être un suspect? Vous n'avez rien fait. Avec un avocat commis d'office. Oui, voilà, ça c'est quand même un peu l'inquisition, n'est-ce pas? Donc, essayez de prouver que vous n'êtes pas un suspect. Impossible. Et Staline, d'ailleurs, la révolution russe a été calquée sur la révolution française. Soit on comparait d'ailleurs Lénine à Robespierre, Trotsky à Danton, etc. Donc les références étaient très présentes. Les deux civilisations sont tellement liées, tellement imbriquées. Maintenant, la Russie est déclarée, en tout cas en France, comme ennemie presque héréditaire de la France. Je ne crois pas à la guerre, je ne crois pas à ça du tout. Mais si vous voulez, les deux pays sont très imbriqués, très contradictoires. Enfin, c'est une relation très contradictoire d'amour et de haine. Et les Russes, souvent, dans la littérature, dans les arts, dans la philosophie, ils ont calqué tout ce qui était inventé en France. Savez-vous, quand vous ouvrez, je ne sais pas, vous ouvrez DRP de Tolstoï, les premières pages sont rédigées en français. Et ça choque toujours ça en disant, mais attendez, c'était déjà la traduction? Non, c'est un texte original. Mais pour montrer que toute la noblesse russe parlait français, et c'était leur première langue. Ils parlaient moins bien en russe. Imaginez seulement un grand empire où le tsar écrit au plus grand poète russe, Pouchkine, en français. Il n'écrit pas en russe. Et le Pouchkine lui répond en français. Imaginez Hugo qui écrirait Louis XVIII, n'est-ce pas, en russe. Ça paraît inimaginable. Donc les deux pays sont très imbriqués, et c'est pour ça que le regard de Lucien est intéressant. C'est que c'est un regard extérieur, mais en même temps chargé de tout ce passé franco-russe. La Russie ne lui est pas étrangère. Les références sont souvent françaises, c'est parce que les références révolutionnaires. Vous avez parfaitement des dictons russes, ce qui le fait passer d'ailleurs pour russe aux yeux des Russes eux-mêmes, puisque après cette sentence, il est condamné en réalité à rejoindre l'unité carcérale. Mais si on laissait ça, peut-être, on peut laisser ça. C'est curieux ça. Sinon, quel intérêt de lecture? Et puis surtout, vous savez, c'est pas du tout que je sois cachotier ou quoi que ce soit, mais vous savez, nous avons ici peut-être quelques dizaines de lecteurs. Donc il y aura quelques dizaines de Lucien Baer. Il n'y aura pas deux Lucien Baer qui se ressemblent. Sa bien-aimée Daria, il n'y aura pas une seule Daria. Il y aura toute cette éventail de possibilités. D'ailleurs, les Daria recréer, parce que la lecture c'est toujours une sorte de recréation, n'est-ce pas? Daria, sa bien-aimée, recréée par les femmes, sera sans doute plus riche psychologiquement que la Daria que moi, en tant qu'homme, que je décris. Et le personnage féminin roman, magnifique paysage féminin, il vit dans la taïga, et qui, petit à petit, au contact de ce Lucien Maert, va mettre à rêver d'un rêve de francophilie. Il va le pousser, après avoir connu l'expérience concentrationnaire, sans trop en dire, à repartir en France 30 ans après son exil politique, en quelque sorte, sa condamnation. Les lecteurs le découvrent. Mais là, vous êtes un conteur, on aimerait vous entendre. Non, vous savez, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous m'avez dit, j'aimerais vous proposer de lire un extrait. Mais si je lisais cet extrait, Caroline, mon accent russe va imprégner. Et puis, nos pauvres lecteurs, en lisant, ils liront ce livre avec un accent russe. Nécessairement, sans parler russe, peut-être. Donc, j'essaie, si vous voulez. Flaubert le disait très bien. Il disait l'écrivain doit être dans son œuvre comme Dieu dans la nature, partout et nulle part. Partout, c'est le livre, bien sûr, chaque virgule appartient à l'auteur.
Mais en même temps, il ne doit pas montrer son gros nez tout le temps en disant « vous devez comprendre ça ». Ah non, 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 vous n'avez rien compris. Et voilà ce que je voulais dire. Non. Une fois le livre terminé, il ne m'appartient plus. Et tant mieux d'ailleurs. Donc, imaginez demain, dans quelques temps, je quitte ce monde trompeur, et donc il n'y aura pas quelqu'un, grand connaisseur de la littérature, comme vous, pour me guider. Donc, et pour guider les lecteurs découvriront ce livre eux-mêmes, sans ma présence. C'est peut-être ce qui est souhaitable, pour ne pas être influencé ni par mon action, ni par ma pensée, ni par mes explications.